Ouais, donc par rapport à Patek Philippe, il y a quelques avancées sur l'affaire. Donc l'affaire des colis piégés, que même la police appelle ça attentat. Donc il y en a deux qui avaient explosé. Le troisième, il n'avait pas explosé. Il était parti chez une fiduciaire qui s'occupe de Patek Philippe. Et hier, sur la RTS, il y avait un super reportage qui nous ont donné quelques éléments de l'affaire où apparemment les personnes qui envoient les colis ont demandé une rançon, je crois, de 20 ou 25 millions d'euros ou de francs suisses. Et la direction ne se prononce pas. Les employés ont peur apparemment parce que les deux premiers colis qui ont explosé, c'était, je crois, un ingénieur microtechnique qui avait reçu ça dans sa... Enfin, ils avaient mis ça dans la poubelle devant chez lui. Il a descendu la poubelle, elle a explosé. Puis le deuxième, c'était une jeune fille qui avait récupéré quelque chose dans la boîte aux lettres de ses parents. Et je crois que la lettre avait explosé. Heureusement, la troisième n'a pas explosé. Il y avait le quartier des banques qui avait été bloqué. Et donc, voilà, on n'en sait pas plus. Ils avaient arrêté 2 personnes à tort, qui ont fait, je crois, 1 mois et demi de prison, 2 mois, alors qu'ils savaient pertinemment que ce n'était pas eux. Mais comme il y a un bisbille, quand on parle d'explosifs, il y a un bisbille entre la police cantonale et la police fédérale. Et même à ce niveau-là, ça ne s'entend pas. Donc, on va parler d'horloger aujourd'hui, mais je vais vous donner un petit peu débrief sur le cas Patek Philippe, Pascal. Ben écoute, déjà, on est de tout cœur avec tous ces employés de Patek Philippe qui doivent bien flipper parce que c'est assez inquiétant. Si jamais la Poste suisse, elle offre un service de digitalisation, donc en fait, tu reçois plus ton courrier et tu reçois que des scans de tout ça. Donc, c'est une manière au moins de se préserver concernant les lettres. Puis pour les paquets, ben, je ne sais pas quoi dire, mais c'est vraiment étrange ce truc. J'ai vu qu'il voulait être payé en quoi déjà? C'était quoi la monnaie? En En crypto, Monero. Ouais, mais c'est Monero. une monnaie crypto, mais c'est le Monero. Alors, je ne connaissais pas ce, cette crypto, mais visiblement, ça plaît. Non, c'est affligeant. Je pense qu'il faut. Je comprends aussi que Patek ne veuille pas s'exprimer parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire si ce n'est que ça ennuie. L'enquête de police, elle va certainement aboutir. Je trouve rigolo enfin rigolo, piquant, que la dernière utilisation des lettres physiques et des paquets, ce soit de faire chanter les gens. Euh, c'est un bon argument pour digitaliser en fait cette partie du processus, ce qui évidemment avec l'IA fait aussi du sens parce que ça permet après de traiter les informations de manière automatique. Donc non, on est de tout cœur avec ces pauvres employés. Je me mets aussi à la place des dirigeants de Patek, ça doit être, c'est vraiment kikinant, quoi. Je veux dire, tu sais pas qui c'est qui t'attaque ni pourquoi, c'est navrant. Et puis c'est devenu un peu un sport national, j'ai l'impression, hein. Il y avait qui? Il y avait Free qui avait reçu une Mhm. cyberattaque aussi. Il leur avait demandé une rançon. Et puis aussi, je ne sais plus comment il s'appelle, un des jurés, un des investisseurs de Qui veut être mon associé sur M6. Mhm. Lui, son associé, justement, à lui, s'était fait séquestrer. Et puis il lui avait coupé le doigt. Puis ils avaient demandé une rançon de 10 millions et tout. Juste pour les séquestrateurs, j'aimerais dire que ni Younes ni moi, on a de pognon. Ça sert à rien. L'argent. On n'a pas d'argent. Hein. Ah, ils savent à qui ils font ça. On n'est ni Patek, ni, Je comprends, mais ni peut-être Rolex. c'est bien de rappeler les choses dans ce contexte. Non, mais c'est fou, hein. Ça pose certaines questions de sécurité. Et là, surtout que ça se fait directement à une boîte. Est-ce que c'est des anciens employés? Je ne sais pas. Ou des employés. Donc, en tout cas, apparemment, il y a un des avocats qui a eu accès aux lettres. Mhm. Et apparemment, je ne vais pas dire les maîtres chanteurs, mais enfin ceux qui envoient les colis piégés, donc ils sont assez arrogants et puis ils disent voilà, vous n'allez pas nous attraper et tout. Donc apparemment, ils sont assez sûrs d'eux. Et je crois que l'affaire, elle dure depuis, je pense, septembre, quelque chose comme ça. Donc ça commence à durer. Bah écoute, il faut faire confiance à l'enquête de police. Ils vont bien finir par les attraper. Ouais.
Écoute, voilà, on va finir cette petite intro là-dessus. Puis, comme tu disais, on souhaite bon courage aux employés de Patek parce que ça ne doit pas être facile de recevoir des trucs dans sa boîte aux lettres comme ça. Et aujourd'hui, on voulait parler donc de Rolex et Bucherer, plus précisément Karl F. Bucherer, cette marque emblématique. Rolex a annoncé la fermeture après 2 ans de cette marque pour consolider, enfin, la marque, elle faisait des pertes. Quelle est ton opinion là-dessus? Ça fait pas mal réagir. Bon, c'est attendu, logique, et puis ils ne pouvaient pas faire autrement. Ce que Rolex a certainement acheté, c'est un réseau de distribution parce qu'ils ont beaucoup de boutiques à travers le monde. J'ai lu le chiffre de 1000. Donc, c'est un réseau de distribution. Ils peuvent contrôler en fait l'expérience de marque de vente d'une Rolex partout, ce qui est évidemment très bien pour eux. Et puis, il faut voir aussi les ordres de grandeur. Rolex, il y a différentes estimations, mais entre 800 000 et 1,2 million de montres par année. Et Karl F. Bucherer, il faisait à peu près 25 000 montres, donc entre 32 et 48 fois moins. Donc, ça n'avait que peu d'intérêt. Rolex, ils ont déjà la marque Rolex dans le haut de gamme et puis Tudor dans le milieu de gamme. C'était clairement en trop. Je pense que c'est complètement rationnel. Ils ont fait leurs calculs, ils ont fait leurs devoirs et ils se simplifient la vie parce que c'est pas la peine. J'ai aussi lu en fait que c'était un peu une excentricité de Monsieur Bucherer qui a vendu son entreprise que de faire des montres lui-même, parce qu'on peut s'imaginer quand tu arrives à un certain niveau de succès, tu te dis bah voilà, je vais faire des montres à mon nom, ce qui a un aspect un peu cool. Et puis, il y a énormément de marques de montres qui existent, mais c'est pas tout à fait évident de réussir sur la scène mondiale à imposer une marque. Rolex le fait extrêmement bien avec leur marque. Donc, je pense que c'est complètement normal. Et j'imagine qu'ils vont replacer en fait les horlogers de Karl F. Bucherer. Ils construisent une nouvelle usine à Bulle. Donc, ils vont avoir besoin de monde. Donc, c'est pas parce qu'il y a une marque qui disparaît qu'il y a nécessairement des emplois qui disparaissent. Il faut que la société reste saine. Et puis, ça montre que Rolex, ils ont acheté un réseau de distribution, ce qui fait du sens. C'était 250 millions de francs suisses de pertes cumulées de Karl F. Bucherer. Ouais. C'est énorme quand même. Hein. Bah, oui et non. Perte cumulée, à mon avis, il faut s'en méfier parce que si tu comptes depuis le début, tu vois, ça peut faire sur beaucoup d'années. En fait, c'est une perte qui a déjà été absorbée. Et puis, le truc aussi, c'est que ça dépend, en fait, qu'est-ce que tu mets dans les investissements, tu vois. Si dans les investissements, tu as tout le marketing qu'ils ont fait pour Karl F. Bucherer, mais le gros investissement à faire pour imposer une marque comme ça, c'est pas du tout dans la technique pour fabriquer la montre, c'est beaucoup plus dans le fait de faire parler de cette montre. Tu dois prendre des influenceurs, faire de la com, Rolex, ils financent quoi? Les régates, enfin le golf, toute une série de choses depuis des années et des années. Donc d'établir en fait une marque qui soit forte et prestigieuse, ça prend énormément d'efforts. Et c'est ça en fait qui coûte cher. Le fait que la perte cumulée soit importante, c'est une chose, mais ce qu'ils ont certainement regardé, c'est en fait la tendance. Et je pense que pour les acheteurs en fait de Rolex, c'était simplement confusant. Les gens qui vont acheter une Rolex, ils veulent pas une Karl F. Bucherer. Enfin, peut-être que maintenant, elles vont prendre de la valeur parce qu'elles seront plus produites. Ça, je sais pas. Mais je pense que c'est une décision qui est complètement logique et rationnelle. Quand tu as une marque qui fait entre 30 et 50 fois moins de volume que ta marque hyper célèbre, tu te simplifies la vie et puis tu arrêtes de produire le truc dont pas grand monde ne veut. Ouais, c'est vrai que c'est pas forcément connu. Enfin, on connaissait surtout Bucherer pour ses boutiques qui vendent justement des Rolex. Donc, on peut dire que le management a pris une stratégie, enfin, a pris une décision qui a du sens. Hein. On t'en parlait pendant cette conférence, le Corporate Innovation Symposium, qu'à un moment donné, il faut prendre la perte et puis il faut couper quand il faut couper. Quoi. Parce qu'on pourrait se dire, comme tu disais, enfin, 250 millions, ça paraît énorme, mais pour Rolex, c'est pas non plus quelque chose de dingue. Donc, ils auraient pu se dire, on peut continuer à le garder sous, comment dire, sous goutte à goutte, quoi, enfin, sous perfusion.
et puis pas tuer cette marque, mais ils l'ont fait. Donc, je trouve que le management est très intelligent chez Rolex. Ah oui, c'est sûr qu'ils sont forts, hein. C'est quand même un immense succès de l'horlogerie de luxe. Et je dirais, Horlogerie genevois, hein. Horlogerie pardon, genevoise, pardon, attention, faut préciser. horlogerie genevoise. Et en Mm. fait, ils sont, si tu veux, c'est une marque absolument extraordinaire. Et ma sensation, c'est qu'ils ont pratiquement réussi à devenir une marque du luxe au-delà des montres. C'est-à-dire que, bien entendu, qu'ils commercialisent des montres mécaniques qui sont extrêmement connues et extrêmement fiables et très bien fabriquées, mais c'est presque au-delà en fait de la montre et de la mesure du temps. Donc je pense, ouais. Tu agites le bouquin. J'agite le bouquin. Je vais regarder quel point on pourrait couvrir de ce bouquin. Vu que vous avez fait une spéciale, enfin, tu as l'habitude, toi, qui as fait microtechnique, tu as Ouais, énormément d'amis qui sont dans les montres de luxe, dans l'horlogerie. ouais, bien sûr. Donc, Mais aussi des copains qui étaient des copains de volley qui ont étudié à l'EPFL avec moi, qui sont très haut placés et qui font beaucoup, beaucoup de mouvements en fait dans l'horlogerie suisse. Donc l'industrie, c'est quand même une question de volume en fait. Si tu prenons un exemple pour les automobiles, en fait, si tu en fais 2 par année, en fait, t'as pas de, c'est de l'artisanat, c'est pas une usine. Et du coup, en dessous d'un certain volume, ça devient très difficile à faire. Puis après, il y a tout le problème de la distribution, du marketing, comment dire, du fait que les gens connaissent la marque. Et puis les marques, des marques très connues, il y en a plein. Il y a Zenith, enfin, il y en a vraiment une pléthore. Donc je pense pas que Rolex ils avaient besoin d'un truc en plus. En plus, ils ont Tudor, si tu veux, qui est déjà un challenge pour eux. Parce d'occuper le milieu de gamme, c'est déjà pas facile. Je sais pas, j'ai pas d'infos sur comment ça fonctionne, mais ça doit vraiment pas être facile. Donc, je pense que c'est complètement juste. Peut-être un autre commentaire qu'on peut faire, c'est qu'en fait, Nike et d'autres sont en fait dans le même mouvement. En fait, ils sont en train d'intégrer verticalement tout le réseau de distribution. Nike, ils sont en train de sortir de la distribution toute marque. Donc, tu peux trouver, je ne sais pas, des Reebok, des Puma, etc., etc. Et là, il y a en général plus de Nike parce qu'ils font des magasins réservés à Nike. Et l'idée, encore une fois, c'est de dire, eh ben, si tu prends quelque chose de la marque Nike, ça va au-delà des chaussures. C'est vraiment on pourrait dire une manière de vivre. Et je pense que c'est un peu l'intention de Rolex. Tu sais, au bout d'un moment, plus que tant de montres à 5, 10 000, 20 000 ou 100 000 francs, tu ne peux pas en vendre. Il y a un marché qui est pas infini. Donc, ce que tu peux faire en fait pour améliorer l'expérience client, c'est de contrôler la distribution. Et là, avec cet ensemble de magasins, en fait, ils s'adressent aux bonnes personnes parce que les magasins Bucherer, ils vendent de l'horlogerie, enfin, des montres, mais aussi des bijoux qui sont l'expérience du luxe, on va dire, où les gens sont reçus comme ils l'attendent. Et du coup, ils peuvent contrôler ça et faire en sorte que l'expérience soit la même, quel que soit le pays dans lequel tu vas. On ne peut pas vraiment comparer, mais c'est un peu comme le McDo. Si tu vas manger des frites à New York ou à Dubaï ou à Genève, en fait, les frites, ce sont les mêmes. Et c'est ça l'idée, c'est-à-dire que tu contrôles la distribution jusqu'au dernier mètre. Et puis, ça permet d'imposer une manière de faire les choses quand les gens vendent une Rolex. Alors, je me réjouis de voir comment ça va se passer dans leur réseau de distributeurs, parce qu'ils vont évidemment avoir la trouille. Hein. Ça, c'est un gros changement hein, pour les partenaires. Je ne sais pas comment ils vont gérer ça. C'est aussi, à mon avis, comment dire, cohérent avec le fait ils construisent une nouvelle usine à bulles. Ça veut dire plus de volume, ça veut dire qu'il va falloir les écouler. Donc, ouais, je veux dire, Rolex, c'est une réussite fantastique. Et là, je trouve que c'est assez logique ce qu'ils proposent. Si on se penche un peu plus sur le contrôle de la distribution, parce que c'est vrai que même si tu as un produit qui est top, si tu ne maîtrises pas les canaux de distribution, c'est compliqué. Mhm. Est-ce que tu penses que justement, pour se réinventer, pour rester toujours au top, tu dois avoir cette compréhension du comportement du client et justement le fait de l'avoir dans les boutiques, eh ben, tu peux améliorer l'expérience client. Mhm. Les gens rentrent vraiment dans l'univers de Rolex plus que juste quand c'était possédé par Bucherer et ça, quoi, enfin la famille, quoi.
Ouais, puis si tu veux, quand tu as un réseau de distributeurs, en fait, tu dois toujours négocier, en fait. OK, il faut plus vendre ce modèle, faire comme ceci, faire comme cela. C'est tout un aller-retour de négociation avec des tas de gens dans des tas de pays, avec des cultures différentes. Quand ce sont tes propres magasins, en fait, tu fais ce que tu as envie. C'est beaucoup plus facile pour planifier, en fait, la production, quelle capacité. Et puis, c'est beaucoup plus facile d'harmoniser, en fait, l'expérience client. On le voit aussi dans l'automobile. En fait, ce que font, par exemple, Audi, ils fixent des normes sur la taille d'un garage, combien de voitures sont en exposition, etc., etc. Tu pourrais imaginer, en fait, je ne sais pas si toi et moi, jamais on arriverait à faire ça, mais si on prenait une concession Audi à Genève, on aurait une espèce de crouille garage, on monte ça sur des catalogues, il n'y a pas une vraie voiture. on est, on est comme ça un peu yo. C'est clair. Ben, ils vont pas aimer ça. Ils vont dire non, non, les mecs, vous n'êtes pas au niveau. Il vous faut un garage qui fasse, je sais pas, moi, 1500 mètres carrés. Il faut avoir commandé X voitures, etc., etc. Et du coup, si tu n'as aucun contrôle sur le dernier mile, c'est très compliqué. Peut-être un autre exemple qu'on peut donner dans l'automobile, c'est Tesla. Tesla, ce sont les premiers en fait qui ont sabré l'idée qu'il fallait des garages pour revendre des voitures. D'accord? Donc, en fait, tu vas en ligne, tesla.com, et puis tu payes, je ne sais plus combien c'est, 500 francs, puis ta voiture, elle est réservée, puis c'est réglé. Tu fais clic, 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 ça prend 5 minutes. Le plus difficile, c'est de choisir la couleur, évidemment. Et puis après, tu reçois par mail, et puis on te dit, ben voilà, elle est prête à tel et tel jour, et puis tu vas la chercher. Donc, c'est une expérience en fait d'achat qui est complètement différente. Et Tesla, il maîtrise vraiment ça, mais jusqu'au dernier maillon de la chaîne. Et dans un marché en fait qu'on veut protéger, quand on a une marque très forte comme Rolex, ça fait du sens parce que la personne, je veux dire, j'imagine que pour les Rolex, il y a deux grandes catégories de clients. Tu as les gens qui en achètent une fois dans leur vie, ou ils en offrent une à quelqu'un une fois dans leur vie. Puis tu as les gens qui sont des collectionneurs. Tu vois, des gens qui comprennent qu'en fait, il y a la Daytona avec telle et telle chose, etc. Alors, les collectionneurs, on les met de côté. Ça, c'est une catégorie tout à fait particulière. Mais le gros des ventes sont des gens qui en achètent une, peut-être deux, tu vois. Quelle est la moyenne? Peut-être 1,2, 1,5 de cet ordre de grandeur. Du coup, la personne qui va aller acheter une Rolex, elle ne le fait pas uniquement parce qu'elle a besoin de mesurer l'or, puisqu'elle a un téléphone. Je veux dire, c'est pas pour mesurer l'or, c'est une manière de dire à soi-même, surtout et un peu aux autres, de signaler le fait qu'on a atteint un certain niveau de revenu, etc., qu'on fait partie d'un club. Et le fait de maîtriser en fait le point de vente, c'est une manière de faire en sorte que si quelqu'un dans sa vie va acheter une fois une Rolex, en fait, il aura l'expérience que Rolex veut délivrer pour que les gens en parlent et que ça génère des ventes. Donc, je pense que c'est complètement rationnel de leur part. Ils contrôlent ça. Ils ont en plus les moyens parce qu'il ne suffit pas d'avoir cette bonne idée. Il faut encore pouvoir acheter Carl Bucherer. Hein, c'est pas, c'est- Donc, ils ont beaucoup, beaucoup de moyens. Ils ont réussi à le faire. Maintenant, je pense qu'ils vont l'intégrer patiemment. Ils vont le faire bien pour qu'en fait, cette expérience client, elle soit top. Donc, oui, je pense que c'est quelque chose qui est, pour les entreprises qui ont une très grande marque, ça fait du sens. Est-ce que tu penses justement que le rachat de Bucherer par Rolex va tuer la diversité du marché horloger? On pense notamment un peu aux indépendants. Ou au contraire, tu penses que ça va pousser les autres marques à innover? Parce que là, on peut se dire, voilà, ils ont racheté Bucherer, moins de 2 ans après, ils tuent déjà Karl F. Bucherer, la marque. Est-ce que ça va pas continuer ou ils vont être exclusivement sur du Rolex ou sur du Tudor? Et puis, justement, ceux qui contrôlent pas les points de distribution, ça va Ouais. être super compliqué. Alors, je pense, ce qu'il faut voir, en fait, c'est qu'en 10 ans, le marché de l'horlogerie, pardon, il est passé de 30 millions d'unités à 10 millions d'unités. Donc, le volume a été divisé par 3, mais comme les prix moyens augmentent, ben le chiffre d'affaires augmente quand même. Donc, ça veut dire qu'il y a de moins en moins de ventes qui sont faites de montres à des particuliers. Donc, c'est un marché, en fait, qui se réduit et puis qui passe, peut-être il y a 100 ans, en fait, avoir une montre mécanique, c'était le seul moyen de comprendre, d'avoir le temps. Dans les villages, il y avait toujours une horloge, en général, sur le clocher pour avoir une montre en commun, puis que tout le monde soit à la même heure. Et ce besoin-là, il a complètement disparu parce que la digitalisation est passée par là.
qu'on a tous des smartphones, etc. Enfin bref, il n'y a plus tellement de raisons d'avoir un objet qui mesure le temps sur son poignet, si ce n'est des raisons poétiques. Parce qu'en fait, c'est beau d'inventer un mécanisme microtechnique, comme tu le disais avant, qui mesure le temps. Mais mis à part cet aspect un peu poétique et romantique, il n'y a pas vraiment de raison tangible de le faire. Du coup, ça devient un symbole d'élégance, c'est une espèce de bijou pour les hommes, il y a différentes manières de le voir, mais on peut avoir cette envie de porter une montre de prestige qui dit quelque chose de nous. C'est une manière de se démarquer. C'est comme de mettre un hoodie Nike plutôt que Reebok. Je ne sais pas s'il y a des gens qui préfèrent. C'est une marque comme une autre. Et du coup, forcément que dans un monde où le volume de montres au poignet diminue, il y aura peut-être pas une diminution des marques extrêmement particulières. On avait eu un commentaire d'un auditeur qui nous mentionnait toute une série de tout petits producteurs. Alors ça, c'est tout à fait possible qu'il y en ait de nouvelles, qu'il y ait des gens qui fassent des unités tout à fait particulières, qui soient vraiment des œuvres d'art extrêmement chères. Mais n'empêche, le plus probable, c'est qu'en fait, on va aller vers une diminution continue des volumes. Et quand les volumes diminuent, je ne pense pas, à part pour ce marché des collecteurs, pour des montres hyper chères, des choses hyper particulières, ben, tu as de moins en moins de grandes marques. Je veux dire, on parlait avant de Patek, il y a peut-être Breguet, Vacheron Constantin, Omega, enfin, il y en a Zenith, Audemars. Audemars, il y en a quand même toute une série des marques très, très prestigieuses qui vont en fait se battre pour une taille de marché en volume, en nombre d'unités qui diminue. Donc là, ce que fait Rolex, c'est une manière d'anticiper ça et de protéger leurs marges et d'améliorer leur contrôle dans la distribution et l'expérience Rolex. Donc c'est assez malin ce qu'ils font. Mais la vérité, c'est qu'une industrie en fait où le nombre d'unités diminue, c'est pas trop la fête du slip. Hein. Quand il y a de moins en moins de volume, c'est pas super bon, quoi. Tu vois? C'est un petit peu comme si, faisons-le à l'envers en fait, c'est comme si tu as un pays où tu as de moins en moins de startups chaque année, ben, ça devient difficile, quoi. Parce que si tu La passes Suisse, par exemple. je ne sais pas si on a de moins en moins chaque année, ça je ne suis pas sûr, mais si tu passes de 10 000 startups par année à 1000 et puis ensuite à 100, quand il en reste plus que 10, je ne sais pas si tu vois la tension de dingue. Chaque fois qu'il y en a un qui respire, on fait un commentaire, donc ça devient intenable. Certaines industries, il faut du volume, sinon on ne s'en sort pas. Et je pense que le défi en fait pour l'horlogerie, c'est vraiment ça, c'est en fait d'accoutumer les jeunes générations au fait de porter une montre mécanique au poignet comme un bijou pour dire sa connaissance historique, son art de l'élégance, etc., etc. Et ça, je ne suis pas sûr que les jeunes y soient, enfin les jeunes qui ont maintenant 15 ans, mettons, qui sont ados, je ne suis pas certain en fait qu'ils voient le port d'une montre mécanique comme quelque chose de pertinent en fait. Tu vois, c'est ça le grand danger en fait de l'horloge. Ça a été très démocratisé avec les rappeurs notamment. Mhm. Donc c'était aussi un des commentaires qu'on avait eu. Et puis c'est vrai que si tu écoutes certaines musiques, enfin, ils font l'apogée de AP, Patek, C'est etc., peut-être pas par etc. hasard, hein, Ah bah non, tu ah bah vois, non, c'est parce des qu'il faut bien. influenceurs, hein. Mais oui, et il faut bien voir en fait, quand tu es rappeur, que tu as eu un immense succès, bah, déjà ils ont certainement eu un joli contrat. Et c'est une manière de dire, le rap, c'est quelque chose qui vient, bah, l'art en général, c'est toujours quelque chose qui vient des franges de la société. Puis d'avoir une montre mécanique très chère, c'est une manière de se remettre, de dire, oh, bah, maintenant j'ai réussi, je suis un mec normal. Tu vois, c'est une espèce de normalisation en fait de ce geste artistique qui au départ était allez, qualifions-le d'excentrique. Et du coup, ça veut dire que la société, elle absorbe le rap et puis que ça commence à faire partie de la culture commune et tout public. Mais je ne suis pas sûr que ça suffira pour les marchands de montres parce que ça marche pendant un certain temps, tu vois. La vérité, Mm. c'est qu'il faut aller au-delà du code et puis les bijoux il faut vraiment en fait le voir comme un bijou. Je pense que c'est vraiment ça. Les gens portent toujours Et, des bagues, des boucles d'oreilles, ils achètent de jolies lunettes. À mon avis, c'est ça l'angle.
Et qu'est-ce qui a changé? Pourquoi, selon toi, Rolex n'a pas acheté Bucherer? Là, on parle vraiment de distribution il y a 10 ans ou 15 ans en arrière. Je sais que c'est très compliqué à construire, justement, enfin, toutes ces tentacules et puis maîtriser la Bah, distribution. Mais qu'est-ce qui a changé? Pourquoi ils l'ont fait Parce, récemment, en parce que 2023? maintenant, une marque, elle est avant tout digitale, en fait. Donc, ça veut dire que tu peux maîtriser ta marque sur tous les canaux. Allez, TikTok, Instagram, etc., etc. Et que si, par exemple, tu sponsorises une compétition de golf, ce qui va compter, c'est pas que tu mettes un drapeau je sais pas de golf, mais disons sur le golf ou une compétition de voile, mais ce sont toutes les images que tu vas pouvoir faire pour faire des TikTok, pour les balancer partout. Et du coup, tu crées une promesse. En fait, une marque, c'est une promesse. Quand tu achètes un produit Apple, tu t'attends à ce que ça marche bien, que ce soit facile à utiliser. Les micro-roads qu'on utilise, en fait, ils sont super. Alors moi, maintenant, dans ma tête, j'ai l'idée que Rode, c'est bien et que ça fait un bon son. Est-ce que ce sera toujours vrai? J'en sais rien, mais si tu veux, c'est ce que ça me met dans le ciboulot. Du coup, dans un marché en fait qui se restreint, ben, il faut améliorer l'expérience client et le seul moyen de le faire, c'est d'avoir la distribution parce que toute l'image de marque, elle est en fait faite digitalement. Tu sponsorises plus un événement sans penser à la manière dont tu vas générer du contenu. C'est le contenu qui compte. Les influenceurs, les rappeurs, c'est exactement la même chose. Tu fais une liste en fait des gens qui vont influencer les jeunes aujourd'hui, puis tu leur files un contrat. Donc du coup, si tu regardes des choses comme ça, et c'est pour ça que Nike le fait aussi, en fait, hein, on va à peu près au même moment, tu te dis, bon, ben ok, il va falloir maîtriser cette distribution. Mais après, pour pouvoir racheter Karl Bucherer, il faut qu'il soit d'accord de te le vendre. Tu n'as pas 150 réseaux de distribution disponibles pour des produits de luxe et Apparemment, vendre il du n'avait Rolex. pas d'héritier, donc c'est pour ça qu'il a décidé de le vendre. Voilà. Donc, en fait, lui, il arrivait, Monsieur Bucherer, il arrivait, tu t'imagines, faire des centaines de points de distribution partout dans le monde où tu vends des bijoux. C'est pas. Pourquoi il n'y en a pas eu 7 autres comme ça? C'est parce que c'est difficile à faire. Donc, en fait, il y est arrivé. Et puis, à un moment, il faut qu'entre l'acheteur et le vendeur, il y ait une équation. C'est une équation très compliquée. Et quand tu achètes une société, c'est pas uniquement mettre un prix. Il faut regarder la dynamique qui est à l'œuvre, comment ça va être pris, qu'est-ce que tu vas faire avec ça, etc., etc. Et puis, M. Bucherer arrivait je crois qu'il est décédé d'ailleurs, mais il arrivait à un certain âge et il s'est dit, bon, ben voilà, on va liquider tout ça, j'ai plus la force de m'en occuper, il avait peut-être plus le goût, le fun de le faire. Rolex lui a fait une bonne offre, etc. Mais ça, c'est tout un art, en fait. Il y a l'aspect stratégique, qu'est-ce qui convient de faire. Et puis après, il y a l'aspect exécution, c'est-à-dire, bon, maintenant, il faut soit on fabrique nous-mêmes un réseau de distribution, mais c'est long, coûteux et hasardeux, soit en fait, on en achète un, mais il faut après l'intégrer. Ça veut dire qu'il faut adapter la culture, etc. C'est aussi hasardeux. Il y a beaucoup d'acquisitions qui ne fonctionnent pas. Donc, mais là, je ne me fais pas énormément de soucis pour Rolex parce qu'ils sont vraiment forts, ils pensent à long terme, ils ont les moyens. Je ne vois pas trop ce qui pourrait ne pas fonctionner. Enfin, c'est jamais facile, mais là, ils ont bien joué, ils ont réussi, eux, à choper ça. Il y avait peut-être d'autres offres, hein, on n'en sait rien. Il y avait peut-être d'autres horlogers qui voulaient les acheter, peut-être, je ne sais pas, Sûrement, ouais, c'est clair. Tiffany, peut-être M. Arnaud en France, tu vois, on n'en sait rien. Oui, avec Euh, Cartier, c'est ce qui a sauvé LVMH cette année, hein. Bah oui. Donc, s'il veut, c'est difficile d'apprécier ça. Moi, j'ai pas évidemment pas accès au dossier, mais n'empêche que là, Rolex, ils ont rappelé la mise et tant mieux pour eux. Mais c'était déjà un gros partenaire enfin, Bucherer, c'était déjà un gros partenaire de Rolex puisqu'il revendait déjà ses montres, tu vois. Ouais, et puis aussi, j'ai l'impression, enfin, de ce qu'on avait pu entendre, ils sont entrés dans le pre-owned market aussi. Mhm. Donc tout ce qui était déjà, enfin, la vente et la revente comment on dit en français, pre-owned, enfin, déjà porté. Le marché de l'occasion, Le marché de l'occasion, merci. you're Marché de welcome. l'occasion. Le gars, il sait plus parler français. Non, mais alors juste, le marché de l'occasion, c'est aussi en fait un marché qui va nécessairement se développer au moment où les volumes diminuent. Parce que, mettons, on est passé de 30 millions à 10 millions, mettons que dans X années, on arrive à 5 millions, puis peut-être 1. Ça veut dire que la manufacture, la vente, la revente d'une montre de luxe, ça va devenir un événement énorme, comme par exemple aujourd'hui, je ne sais pas, on pourrait commissionner la fabrication d'un voilier, tu vois.
Les voiliers, je ne sais pas combien ils s'en vont par année, mais ça doit être l'ordre de grandeur de, je ne sais pas, 50, 100 000, quelque chose comme ça. Donc, il n'y en a pas beaucoup qui sont fabriqués. Puis, il y a tout un marché de la revente du voilier d'occasion. Parce que déjà, il n'a pas besoin d'être neuf. Ça se répare, ça s'entretient. Et du coup, si tu as un réseau de distribution, tu peux animer cette revente. Tu vois, donc, tu peux capturer en fait les sous qui sont générés par des transactions entre spécialistes, je dirais. Mais ça nous indique un peu aussi que le marché de la montre mécanique, ça devient une affaire de spécialistes plutôt qu'un marché grand public. Donc, si on lit entre les lignes, j'allais te poser la question en 2030, comment sera le marché et comment on achète une Rolex? Bah, Toi, tu penses qu'il y en aura déjà moins? Alors, Certes, Rolex, c'est pas sûr parce qu'ils peuvent aussi tondre la laine sur le dos de leurs concurrents. Tu vois, un espace, si tu veux, qui se rétrécit, tu peux augmenter tes parts de marché. Ça, c'est tout à fait faisable. Donc, si tu es bon, tu peux grandir malgré le fait que le domaine dans lequel tu évolues, en fait, ils sont en train de rétrécir en nombre d'unités. Et puis, tu peux augmenter les prix, etc. À mon avis, là, on atteint un peu de limite. Mais donc, moi, je pense que Rolex, ils vont très bien aller parce qu'ils la jouent bien. Je pense que les manufactures qui font des choses extraordinairement complexes et rares et très peu d'unités, ils vont s'en sortir aussi parce qu'il y a le marché des ultra giga méga riches qui va suivre. Mais c'est tout cette entrée de gamme, milieu de gamme, ça va être très très dur. Puis tu as la Chine aussi. C'est aussi ce qui a plombé l'industrie du luxe, c'est que la Chine, il y a un peu moins de consommation cette année. Ouais, mais LVMH aussi, ils ont vu un recul à cause de ça. moi, je comprends, mais je ne vois pas ce qui indiquerait qu'en fait, il y a quelque chose d'inévitable. Si c'est conjoncturel, en fait, ça va revenir. C'est comme ça, le boum, boum, ça monte, ça descend, c'est les montagnes russes, c'est pas très grave. Ce genre d'industrie, c'est un peu comme la machine-outil. Tous les X temps, en tant que la machine-outil est foutue, qu'ils n'en vendent plus, après ils en revendent, puis après plus, puis après de nouveau. Donc, il y a des cycles. Ouais. Alors, tu ne peux pas piloter une entreprise et une marque uniquement en fonction du cycle. Quand le cycle est bas, bah, tu fais un peu plus attention, tu réduis un peu l'OPEX, si possible pas le CAPEX, c'est-à-dire tu réduis tes dépenses, mais si possible pas trop tes investissements, parce que tu dois te préparer pour la prochaine vague qui va remonter. Et puis, aujourd'hui, la Chine, c'est un marché énorme, mais demain, ce sera peut-être l'Inde, après l'Indonésie. Enfin, je ne crois pas que prévoir, en fait, ce serait comme si on faisait l'argument qu'en fait, le down du marché du luxe en Chine va tuer l'horlogerie, ça voudrait dire qu'on pense qu'il y aura de moins en moins de gens aisés dans le monde. Et ça, je n'y crois pas une seconde. C'est le contraire qui est en train de se C'est passer. plus l'inverse, ouais, Voilà. Donc, exact. la question, c'est comment tu fais pour avoir accès à ces gens aisés, comment tu crées une marque qui est attirante pour eux, comment tu fais en fait pour les atteindre. Et encore une fois, dans ce contexte, d'avoir un réseau de distribution, ce n'est pas forcément une mauvaise idée. Ouais, puis après, tu as tout le storytelling derrière aussi, tu as l'effet de rareté. Et je pense que Rolex le maîtrise parfaitement, hein. Ah bah, ils sont forts. Hein. Ouais, ils sont forts. Franchement, on peut que être, d'un point de vue du management, je ne sais pas quoi dire. C'est magnifique ce qu'ils font. Ils sont vraiment forts. Vraiment, vraiment fort. Et là, je pense qu'ils ont fait tout juste, ils ont eu les reins. Mais tu sais, il ne faut pas négliger. Tu achètes un réseau de distribution, tu te bats pendant des années pour faire en sorte que l'affaire se fasse. Tu fais une due diligence, tu examines les comptes. Alors eux, c'était un peu plus facile peut-être parce qu'ils vendaient déjà des Rolex, donc ils avaient les chiffres des deux côtés. Mais disons, c'est vraiment compliqué de faire ça. Après, il faut l'intégrer, cette entreprise. C'est difficile. Hein. C'est un gros, gros, gros travail. Mais je pense que stratégiquement, c'est tout à fait malin. Et si tu veux, si tu as par exemple un downturn, euh, une conjoncture qui est basse en Chine, en fait, tu es hyper content d'avoir un réseau de distribution partout dans le monde. C'est d'ailleurs ce que Ouais. Apple fait. Apple, ils font aussi leur propre magasin. Hein. Ils maîtrisent l'expérience Apple jusqu'au dernier mètre. Tu peux aller dans un Donc il y a eu magasin un peu Apple. cette influence, on Mhm. peut dire, des mastodontes un peu à la Apple. Tu parlais de Nike, Mhm. Patek aussi, détient leur boutique depuis plusieurs années. Donc c'est cette convergence un peu qu'on va voir dans toutes les autres marques et aussi les autres business. Mhm. Je pense pour
les marques à vocation mondiale. Parce que imaginons que tu fasses une marque de montre mécanique que tu vends exclusivement dans le canton de Vaud. Bon, ben voilà, tu vas avoir une boutique où tu vas les vendre en ligne, mais tu n'as pas besoin d'avoir un réseau de distribution mondial. Donc, pour une marque qui est connue mondialement, en fait, ça vaut la peine. Ouais. Ouais, je suis d'accord avec toi. Donc, en fait, bottom line, ça va aller, quoi. Ça va Ah aller. ouais. C'est très Ouais, ouais. stratégique, très intelligent de leur part de tuer Karl F. Bucherer. Ça n'a pas trop d'intérêt. Et puis, on leur fait confiance. On verra comment ça se passe. J'imagine que ça va encore se consolider dans les prochains mois, prochaines années. Mhm. Bah, ce serait intéressant de voir dans 5 ans où on en est en volume de montres, ou même à la fin de l'année. J'essaierai d'attraper le chiffre, mais je pense que la diminution du nombre d'unités de montres mécaniques ou d'horlogerie fine, ça va continuer à baisser. Et bah voilà, tu peux essayer de manger. C'est une pizza qui se réduit en taille, alors tu peux augmenter ta part à toi, mais, mais si la pizza elle diminue, elle diminue. Ouais, donc tu dis un peu le prochain challenge, ça va être de continuer de capturer les parts de marché que les Karl F. Bucherer, les autres indépendants perdent. Et puis justement, après, ils vont peut-être se créer un monopole. Hein. Ouais, et puis je pense que l'autre défi qui est gigantesque, c'est d'arriver à suggérer, implanter l'idée dans la tête des jeunes générations que le fait de porter une Rolex, c'est vraiment le truc ultime pour quelqu'un. C'est ça le défi en fait, parce que au départ, les montres mécaniques, elles avaient une utilité factuelle, c'est-à-dire qu'elles mesuraient le temps, chose qui, elles le font toujours, mais c'est plus utile. Pas de raison de se trimballer une breloque qui est lourde, qui fait tic-tac. En fait, on est tout amoureux du bruit que font les montres, mais finalement, c'est uniquement parce qu'on en a l'habitude. Moi, je pense toujours à cet exemple ces grandes horloges qu'il y avait dans les salons. Tu sais, c'est des morbiers, là, ces grands trucs Oui, oui, en bois avec mon un truc en bois et tout. Ouais. Voilà. Ben, est-ce que tu en as une? Non. Ah bah, j'avais un peu peur tout d'un coup. Je me suis dit, ça y est, Younes, c'est un mec à Morbier. Mais non, en fait, plus personne n'a ça chez lui. Parce que c'est plus nécessaire. Si tu veux avoir une horloge, bah, tu mets ces petites horloges que tu vas, si ça se trouve, commander sur Internet, mais il y a plus d'intérêt d'avoir un espèce de meuble qui fait 2 mètres de haut et 60 centimètres de large et qui fait ting, ting, ting toute la journée, qu'il faut remonter avec une clé. Tu vois, c'est complètement anachronique. C'est une pièce de musée. Donc, en fait, quand la technologie, quand il y a une nouvelle technologie qui rend une ancienne technologie obsolète, en général, ça se perd dans les caniveaux de l'histoire, sauf si tu arrives à en faire un trait culturel. Et c'est ça, en fait, que Rolex essaye de faire, c'est de dire, ben voilà, pour un homme, porter une montre mécanique, c'est une preuve de compétence, de savoir-vivre, etc., de raffinement. Et ça, c'est la culture. Donc, en fait, donc, ils vont probablement commencer à financer des artistes. Il faut imprégner l'imaginaire collectif pour faire croire aux gens qu'en fait, c'est la chose la plus importante du monde. Je vais m'attirer les foudres des puristes. Est-ce qu'on pourrait imaginer, je ne sais pas si on en avait parlé déjà, mais un featuring Rolex Apple, par exemple, vu qu'on a vu Meta et Ray-Ban, est-ce qu'on pourrait se dire, on challenge un peu la chose et puis il y a quelque chose qui se passerait à cette intersection du digital et puis du... Il pourrait, je veux dire, pour moi, le play, il est pour redonner en fait un intérêt à tout ça. Il devrait faire des montres mécaniques ultra plates et en dessous avoir des capteurs pour en fait t'aider à mesurer des choses qui concernent ta santé. Et si les gens se disent, j'ai ce device, donc tu auras le truc cheap, ce sera une de ces montres Fitbit à 2 balles là, tu mets sur le poignet, qui est toute moche et puis qui mesure ton corps, tu n'es même pas sûr si c'est fiable. Et puis après, tu peux avoir la version Rolex qui est hyper bien. Et là, ils pourraient le faire. Je ne peux pas m'imaginer qu'ils n'y ont pas réfléchi ou qu'ils n'ont pas un dialogue avec ces fabricants-là. Moi, je suis plus tout à fait persuadé qu'ils ont besoin de s'associer avec Apple parce que, Ok. plus tout à fait, parce que le gros défi, ce ne sont pas les capteurs. En fait, tu as des entreprises en Suisse comme Contrinex ou le CSEM qui font des super capteurs. Ça, ils arriveraient à le faire, à intégrer, si tu veux, des capteurs sous la montre mécanique. Ça, je ne suis pas trop inquiet. Le gros défi, c'est vraiment le software, la couche expérience utilisateur du software. En fait, how does it look?
once you interact with the data. Et ça, c'est vraiment difficile à faire, mais ce qui change tout dans cette affaire, c'est l'arrivée de l'IA. Avant, il aurait peut-être fallu un team, je sais pas moi, une équipe de 100 personnes pendant X années, donc on n'aurait pas pu faire, ça aurait coûté trop cher. Tandis que maintenant, si tu mets une équipe de 5 personnes, je pense que tu peux faire quelque chose de raisonnable en quelques mois. Donc le risque du projet, il est beaucoup plus faible, etc. Alors moi, j'ai parlé avec des horlogers qui m'ont tous dit non, 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 la santé, il ne faut pas nous en parler. Bon, peut-être qu'ils ont une bonne raison. Moi, je vois pas pourquoi ils le font pas. Je pense que c'est de très loin la meilleure opportunité parce que tu redonnes en fait une utilité pratique à cette chose et tu la rends élégante parce que tu as une montre mécanique sur le dessus qui consomme pas d'énergie. Donc là, il y a un super défi technique et je Intéressant ce que tu trouve qu'il dis. devrait se lancer, c'est sûr. Mais maintenant, avec l'arrivée de l'IA, ça permet de faire du Mais software qui est-ce beaucoup qui plus s'en occupe rapidement. à l'interne? Parce que c'est vrai que si tu me dis les horlogers, ils te disent non. Donc à l'interne, tout le monde va te dire non, non, ça va très bien comme ça, il ne faut pas Mhm. dénaturer le produit et tout. Donc si à un moment donné, ces grosses marques, elles veulent, ça peut être Rolex, Patek, n'importe, hein, elles veulent évoluer puis passer un petit peu à l'ère du Ah, digital avec des je pense que c'est capteurs simplement. indispensable. Mais qui est-ce qui s'en occupe? Il faut que tu ramènes quelqu'un qui soit plus tech et pas vraiment lié au core business parce que Ouais, sinon ils vont te dire tous non. ouais, mais si tu veux, techniquement, je ne pense pas que c'est un défi qui est majeur à l'heure de l'IA parce que justement, tu peux faire la couche software. Ça, c'était très, très embêtant avant. Donc, en fait, c'est vraiment une question de mindset. En fait, comme on en discutait à CIS, en fait, il y a un moment où il faut prendre la perte. En fait, aujourd'hui, avec les montres mécaniques, on est dans un marché qui diminue en termes de nombre d'unités vendues. Alors, Et le digital augmente à l'inverse. voilà, et le digital est des ordres de grandeur plus grands, d'accord? Rien qu'Apple, ils vendent plus d'unités que l'horlogerie suisse en entier. Donc voilà, ils ont quand même compris quelque chose. On ne peut pas leur enlever ça. Puis ce sont des montres qui sont quand même pas données. C'est de l'ordre de, je sais pas, entre 500 et 1500 francs. Et, tu vois, donc c'est pas négligeable. Et moi, honnêtement, d'avoir une montre à mon poignet avec un écran de plus, ça m'intéresse pas du tout. Ce qui m'intéresse dans ces montres connectées, c'est l'aspect de la santé. Si je peux avoir un truc qui mesure mon cœur ou je sais pas quoi, mais peu importe en fait. Mais si moi, je suis tout à fait acheteur si on arrive à me raconter une jolie histoire comme quoi je vais aider ma propre santé en portant ça, je suis preneur. Donc, et je pense que je suis pas le seul dans ce cas-là parce que ne pas mourir, c'est quand même un truc qui est très en haut de l'agenda pour beaucoup de gens. Et je pense que le gros défi pour les horlogers, c'est qu'en fait, faire ça à l'interne, c'est un cauchemar parce que l'horlogerie mécanique, ça fait combien de dizaines d'années en fait qu'il n'y a pas eu de réel, on va pas dire ça comme ça. Il y a bien entendu des innovations à l'interne, mais c'est pas énorme, énorme. Et tout d'un coup, tu as cette couche de C'est pas capteurs, disruptif, voilà, c'est pas disruptif, c'est complètement, comment dire, incrémental. incrémental, merci. Et du coup, ça forge une culture à l'interne. Ça veut dire qu'en fait, il faut être très prudent, il faut pas casser ce qui marche, il faut y aller doucement. Innover dans le digital, parce que les capteurs, ça génère des datas et ensuite c'est du digital. En fait, c'est un truc à cycle court où tu fais, allez, c'est la loi de Pareto, avec 20% de l'effort, tu fais 80%, tu y vas et ensuite tu recommences. Puis tu fais des cycles et tu innoves pour de près. Donc ça, c'est très dur à faire dans une entreprise. Il faut probablement qu'ils le fassent avec des externes, qu'ils engagent des jeunes, qu'ils lancent des projets de côté. Ils peuvent le faire ça avec des non-marques et associer les choses. Très sincèrement, je pense que c'est vraiment une difficulté de faire évoluer la culture interne qui est totalement incompatible avec ce genre de culture digitale, en fait. Ça marche. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ou est-ce qu'on est tout bon On est bon. là-dessus? Pascal, je te remercie. Merci à toi, Younes. Ciao, Belle ciao. journée. Bye bye. Ciao.